changement, pour le changement, pour le changement démocrate, pour le changement démocratique, c'est ça, Monsieur le Président, et le vice-président du FNDI, Monsieur Moussa Fall. Monsieur Moussa Fall, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le Président, le dialogue est lancé depuis hier en présence d'un grand nombre du monde issu de l'opposition pacifique, mais aussi celle radicale, comme on dit. Quel est votre commentaire? Effectivement, il y a eu une cérémonie d'ouverture d'un dialogue hier, qui s'est faite d'ailleurs dans la précipitation. Il y a, pour l'essentiel, des partis de la majorité, des partis de l'opposition, mais je ne vois pas tellement la différence entre ce dialogue et celui qui s'est déroulé en 2011 avec les mêmes personnes. Et je ne vois pas aussi de différence entre ce dialogue et le dialogue qui a été amorcé l'année dernière, en 2015, avec aussi le même panel de partis et de personnes. L'ensemble de ces dialogues n'ont donné aucun résultat sérieux de nature à solutionner la crise politique dans laquelle se trouve le pays depuis le coup d'État de 2008. Et je ne vois pas comment ce dialogue-là, qui n'est qu'une répétition des dialogues qui l'ont précédé, va déboucher sur une solution. Et c'est cette solution que nous cherchons et c'est cette solution que nous voulons, mais par un dialogue sérieux, inclusif, entre le pouvoir et l'opposition. C'est-à-dire parler d'une opposition responsable. Nous pensons être une opposition responsable et c'est parce que nous pensons être une opposition responsable que nous voulons un dialogue sérieux. Et un dialogue sérieux n'est pas ce dialogue qui vient de commencer. Bon, non, vous allez m'excuser, Monsieur le Président, pour vous dire que ce dialogue n'est pas pareil aux autres parce qu'il y a eu des nouvelles recrues, comme si je puis dire, parce qu'il y a d'abord des dissidents du RFD, vous avez l'Arc-en-Ciel, vous avez le FPC ex-Flamme, et vous avez tant d'autres, donc certainement la donne a changé. Vous avez pas mal de monde. Si ce n'est pas avec les mêmes têtes quand même. Si vous voulez faire cette comptabilité-là, je vous dirais qu'en 2011, il y avait MPR, Kan Hamidou Baba, il y avait le Adil, il y avait Hatem, Salih Al-Hanana. Et donc, en 2015, donc. En 2011, il y avait ces gens-là qui étaient dans le dialogue et qui ne sont plus dans le dialogue. Oui, d'accord, mais ce n'est pas quand même le même cas. Il y avait Mustafa Al-Rahman aussi qui était dans ce dialogue et qui n'est pas dans ce dialogue. L'un pour l'autre, je crois que la qualité devant être prise en considération, je ne veux pas tellement minimiser les gens qui participent à ce dialogue. Voilà. Je pense qu'en ce qui nous concerne, le solde n'est pas négatif. Oui, en tant que vice-président du FNDI, Forum National pour la Démocratie et l'Unité, pourquoi n'avez-vous pas accepté l'invitation au dialogue? Donc, les causes. Alors, ça, c'est une question importante. Effectivement, nous avons posé un certain nombre de conditions pour pouvoir participer au dialogue. Ces conditions sont motivées par l'expérience que nous avons à des degrés divers dans la pratique du dialogue et des discussions avec le pouvoir. Nous avons posé des conditions pour que ce dialogue-là puisse véritablement donner lieu à des solutions sérieuses
des réformes politiques sérieuses permettant de faire avancer le pays vers plus de démocratie. Les conditions que nous avons posées ont d'ailleurs évolué avec le temps pour essayer de montrer le maximum de bonne volonté afin de pouvoir véritablement engager un dialogue. Nous avons dans un premier temps fait une plateforme avec un bon nombre de conditions préalables et avec une ébauche d'accords cadres. Il y a eu de premières discussions qui n'ont pas donné de grands résultats et on avait demandé à ce qu'on consigne les résultats de ces discussions dans un document écrit qui doit nous être remis. Cela n'a pas été fait et ça a bloqué le dialogue pendant un certain temps. Et puis par la suite, il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup d'allers-retours. Parfois, il y a une volonté véritablement de faire en sorte que l'opposition participe au dialogue. Parfois, il y a un repli. Et nous sommes toujours dans cette situation, en fait. À Néma, on a décidé de rompre ces pourparlers avec l'opposition pour s'engager dans un dialogue. On s'est rendu compte que ce dialogue ne mène à rien. Il est revenu là-dessus, on a repris contact avec l'opposition. Et puis, avant-hier, ou il y a 2 jours, 3, il y a eu une décision péremptoire qui a été prise pour organiser un dialogue sans l'opposition et ça a commencé hier. Je suis sûr que c'est une péripétie parmi tant d'autres. Oui, mais Monsieur le Président, le pouvoir a invité à un dialogue. Oui, le pouvoir... Vous avez tardé à répondre. Quand vous parlez de dialogue, vous parlez de rencontre entre 2 partis. Nous ne sommes pas du pouvoir. Nous ne sommes pas de la majorité, nous sommes de l'opposition. On ne nous invite pas. On ne nous appelle pas. Non, on discute avec nous. C'est l'une des conditions fondamentales qu'on pose. On discute avec nous pour s'accorder sur un format. Mais ce qui a été fait. Non, on n'a pas discuté avec... Le ministre secrétaire général du gouvernement a contacté de façon informelle un certain nombre de personnalités de l'opposition pour les inviter à participer à un dialogue qui a déjà été annoncé par le président en Néma. Ce n'est pas ce style-là que nous accepterons. Un dialogue, pour nous, doit être préparé de façon consensuelle par les parties prenantes à ce dialogue, pour pouvoir discuter librement et à armes égales. Si on vous invite en noyant le dialogue dans un ensemble, parfois ce qu'on appelle la Mauritanie profonde, ou dans un ensemble de gens plus ou moins manipulables, alors on fausse totalement l'atmosphère dans laquelle se déroule le dialogue et naturellement on ne veut pas être noyé, on veut serrer les problèmes qui doivent être discutés, on veut les discuter en profondeur, et on veut sortir avec des solutions. Oui, mais le monsieur dialogue du pouvoir et vous vous êtes rencontrés plusieurs fois, c'était pour préparer ce dialogue. On ne s'est pas entendu, on a posé 2 conditions très simples, très claires. La première condition, c'est qu'il faut que ce dialogue soit préparé de façon consensuelle. Nous n'avons pas eu une réponse claire à cette question. Le ministre secrétaire général de la présidence a continué à réunir en parallèle les dialoguistes, comme on les appelle, et à préparer le terrain à ce dialogue qui a commencé hier. Donc la première des conditions qui est fondamentale pour nous, c'est de préparer en amont le dialogue et il ne nous a pas été donné une réponse claire. Et je crois que c'est tout à fait légitime pour une opposition de dire qu'elle doit être associée d'abord à la préparation du dialogue avant de venir comme cela se présenter à la porte du palais du Congrès pour assister à un dialogue préparé à l'avance. La deuxième condition, aussi qui est non moins fondamentale, c'est que nous avons eu l'expérience depuis 1992 jusqu'à maintenant
de l'implication de l'État et de l'administration dans les élections et dans la politique. Et nous ne voulons plus de cela. Nous voulons désormais que l'administration soit une administration neutre. L'administration est un instrument étatique qui doit être au service de la nation. Il doit pouvoir appliquer avec efficacité la politique du président élu, mais il doit, dans le jeu politique national, observer la plus grande neutralité. C'est comme ça d'ailleurs qu'il peut y avoir une administration pérenne, efficace et au service véritablement du développement du pays. Ce n'est pas le cas. L'administration a été transformée en instrument électoral de soutien à tel ou tel candidat ou à tel ou tel parti. Tellement, par exemple, le président de l'IPR, du parti de l'État, c'est un salarié, il a un salaire de ministre. Pour quelle raison? C'est de l'argent public. Mais exactement, pourquoi vous n'êtes pas venu au dialogue pour dire tout cela? Attends. Deuxièmement, les dernières élections, certains d'entre nous, certains partis, y ont participé et ils ont affronté l'administration sur le terrain. Des ministres ont été dépêchés, des directeurs généraux ont été dépêchés pour justement soutenir des listes sur le terrain. Et malgré cela, il y a certains endroits où il y a eu des élus. Mais en tant que... Attendez que je finisse. Oui, mais... Attendez que je finisse. Voilà. Il y a eu certains endroits où il y a eu des élus. Et ces élus-là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a envoyé les impôts. Le député de Tintin que tout le monde connaît, on lui a envoyé les impôts, on l'a débauché. Et on l'a débauché pour l'amener au pouvoir. Ça, c'est inacceptable et aucune démocratie ne peut vivre avec cela. Il faut que les institutions étatiques, il faut qu'il y ait un état de droit et que les institutions étatiques soient déconnectées des jeux politiques. Et si vous étiez au dialogue, au moins vous auriez pu dire cela. Ce n'est pas ce dialogue-là qui peut permettre de résoudre ces problèmes-là. Tout le monde peut les poser, tout le monde les pose, mais on les écoute et puis on continue à faire ce que l'on veut. Vous ne pensez Le dialogue qui peut permettre véritablement de résoudre ces problèmes, c'est un dialogue qui est préparé à l'avance et c'est un dialogue qui est fait avec l'intention de sortir le pays de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le grand problème d'ailleurs qui nous bloque actuellement dans la participation à ce dialogue, voilà. c'est que nous on ne joue pas. En réalité, on ne manœuvre pas. Ce que nous voulons, on l'a dit très clairement. Nous voulons que la Mauritanie s'engage dans un système démocratique véritable. Actuellement, la Mauritanie est sous régime autocratique. Elle n'est pas sous régime démocratique. On veut qu'elle s'engage dans une voie démocratique par des élections transparentes, justes, équitables, avec une administration neutre, avec des institutions d'un état de droit qui fait le travail qui lui revient, mais qui ne s'implique pas dans la politique. Nous voulons faire cela par l'intermédiaire d'un dialogue. Un dialogue préparé dans commun accord et un dialogue qui doit avoir pour objectif de mettre en place les mécanismes d'une neutralisation de l'État et de l'administration par rapport aux élections. C'est clair ce que nous voulons à travers ce dialogue. Mais qu'est-ce qu'eux, ils veulent? Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas dit ce qu'ils veulent. Quelles sont leurs intentions? Quelles sont leurs arrière-pensées? Quels sont leurs objectifs? Si nous connaissons leurs objectifs et si nous avons des convergences fortes, mais le dialogue peut s'ouvrir à n'importe quel moment et on peut trouver des solutions. Mais s'ils continuent à cacher leurs intentions, alors le problème... Vous avez dépêché un délégué pour parler avec
le chargé du dialogue, le ministre secrétaire général de la présidence, c'était une bonne option. Alors, ils ne se sont pas entendus. Mais voilà, c'est-à-dire, on dit que vous êtes trop exigeant. L'opposition la plus exigeante au monde. Nous avons posé deux conditions. Alors, ouais, allez-y. Nous avons posé deux conditions. Deux conditions simples et que tout le monde doit comprendre. Pas une troisième condition. La première condition, c'est qu'on soit associé à la préparation du dialogue. Je crois que c'est une condition très raisonnable. La deuxième condition, c'est de mettre en place les instruments permettant de neutraliser l'État et de le déconnecter par rapport aux compétitions politiques dans le pays. Je crois que ces deux conditions sont tout à fait raisonnables. Nous n'avons pas été satisfaits sur ces deux conditions. On ne va pas dans ce dialogue. Mais il y aura un autre dialogue. Avec qui? C'est pas fini avec les mêmes ou avec d'autres. En tout cas, il y aura un autre dialogue et on sortira de cette crise. Oui, mais sincèrement, monsieur par l'intermédiaire d'un dialogue. Le pouvoir a tout fait pour vous retirer, pour vous amener au dialogue. Mais ça, c'est vous qui le dites. Oui. Selon ce que mais nous disons autre chose. Nous disons que nous avons pratiquement renoncé au préalable. Nous disons que nous avons pratiquement renoncé à la réponse écrite, en tout cas en amont. Et nous disons qu'on avait exigé l'arrêt de... Vous avez renoncé à la réponse écrite? En amont, en tout cas. On exige naturellement un accord cadre écrit. Quand nous serons d'accord sur les deux conditions qu'on a posées, on exige un accord cadre écrit, en aval. Mais en amont, on a renoncé à tout cela pour pouvoir faciliter ce dialogue-là. Mais on a posé ces deux conditions et on ne bougera pas de ces deux conditions. Mais est-ce que vous savez que le président de la République et sa majorité peuvent ne pas appeler à un dialogue? C'est leur droit le plus absolu. C'est une majorité qui a gagné haut les mains des élections. C'est leur droit, leur droit, et c'est notre droit aussi de ne pas répondre à leur appel. Parce que les citoyens, sincèrement, les observateurs, des citoyens aussi avertis, disent que l'opposition, les FNDI, les RFD, sont trop exigeants. Mais il y a énormément d'autres citoyens qui disent le contraire. Oui, mais vous ne risquez pas de perdre vos... Non, on ne risque rien du tout. On ne risque pas de perdre. Parce que vous demandez trop pour aller au dialogue. Mais ça, c'est votre position. Non. Moi, je vous ai dit qu'on demande deux choses, simplement. Non, pas la mienne. Moi, je fais... mais moi, je l'ai dit, et je ne vous le dis pas à vous, je l'ai dit à la télévision. On demande deux choses. Et il faut que ça soit ancré dans les esprits de tout le monde. On demande la participation préalable à la préparation du dialogue et on demande la neutralisation de l'État et de l'administration par rapport aux compétitions politiques entre les partis et entre les personnes et entre les candidats. Simplement, cela est accepté. Bien, on va dans le dialogue, cela n'est pas accepté. Et on ne voit pas l'intérêt d'aller dans un dialogue. Quel commentaire faites-vous donc à ce dialogue qui a été lancé hier? J'ai dit que ce dialogue-là ne mènera nulle part. Et il n'apportera rien de nouveau. En tout cas, qu'il soit fondamental. Il va certainement apporter des réformes. Le président d'ailleurs a déjà donné les résultats de ce dialogue en disant qu'il va y avoir des réformes constitutionnelles et qu'il va y avoir un référendum d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Bon. Oui, mais vous pensez à quoi cela fera avancer le pays? Ça ne fera pas avancer le pays. Ce dont le pays a besoin maintenant, c'est de préparer 2019 dans des conditions de sérénité et d'entente politique entre les différents acteurs politiques de ce pays. Jusqu'à présent, en tout cas. C'est ce que le pouvoir cherche à faire, à inviter tout le monde à un dialogue. À sa manière. Et puis il a retardé plusieurs fois pour donner la chance à sa manière, qu'il nous dise ce qu'il veut. Mais il s'est réuni plusieurs fois avec vous. Qu'il nous dise ce qu'il veut. Il ne nous a pas dit ce qu'il veut jusqu'à présent. Non, on lui a dit ce que nous voulons.
cela dépendra du dialogue entre. Si vous Non, êtes sur la non. table de discussion, Non, non, on prépare le dialogue. On prépare le dialogue avant d'entrer dans un dialogue. On le prépare. On voit ce que les uns et les autres pensent, quels sont les plafonds des uns et des autres, pour voir quelles sont les chances de pouvoir sortir avec succès dans le dialogue. Et c'est cette préparation qui est en gestation, qui est en cours et qui va probablement d'ailleurs se poursuivre. Il ne faut pas penser que ça y est, c'est terminé, non? Est-ce que vous êtes toujours... D'ici 2019, il va y avoir énormément d'événements, de péripéties, de changements. C'est une période particulièrement active, intense dans la vie de ce pays. Vous le pensez? Pour l'opposition? Pas seulement pour l'opposition, pour tout le monde. Pourquoi, vous dites? Parce que c'est une période de transition. C'est une période de transition, de fin dans le deuxième mandat. Et dans le deuxième mandat, de fin dans le deuxième mandat, dans des conditions particulières, conditions de graves crises économiques, de problèmes sociaux relativement intenses et d'une crise politique qu'on ne veut manifestement pas résoudre de la manière la plus appropriée. Pourtant, le parti au pouvoir a donné un engagement avec ceux qui sont venus à ce dialogue de prendre soin des clauses à la fin de ce dialogue. On verra bien. Ceux qui sont venus à ce dialogue disent qu'ils ont fait un dialogue en 2011 et que rien n'a été respecté. Si, au contraire. C'est ce qu'ils disent. Moi, je les vois. Moi, j'ai invité quelques-uns qui m'ont dit, voilà, plusieurs en tout cas, articles ont été mis en exergue, ont été vus aussi. Donc, beaucoup d'entre eux ont quitté la majorité parce qu'ils disent que ça n'a pas été appliqué. Ça, voilà, c'est quand même bizarre les informations qui circulent de gauche à droite. Voilà. Vous avez dit une fois, je crois savoir que l'opposition s'achemine vers une stratégie de dialogue cohérente et consensuelle. L'objectif central de cette stratégie sera de faire de l'année 2019 l'année de l'édification d'un régime civil par une alternance véritablement démocratique et pacifique. Que voulez-vous dire par là? Là, vous avez cité le troisième mandat, les conditions imposées par l'État, etc. Oui, c'est ce que j'ai dit un peu au début. J'ai dit que nous sommes dans un régime autocratique. Ce régime-là est venu au pouvoir par un coup d'État. Ce régime-là, il s'appuie toujours sur la force des armes, au fond, plus que sur la force d'un soutien populaire par voie électorale. Ce régime-là, il n'en fait qu'à sa tête. Son chef n'en fait qu'à sa tête. Et d'ailleurs, ses collaborateurs sont totalement marginalisés. Ce régime-là, il prend des décisions sur des problèmes importants que seul un régime autocratique peut prendre. Les régimes autocratiques ont fait leurs preuves, pas seulement en Afrique, mais dans le monde d'une manière générale. Et on sait que c'est des régimes de malgouvernance. Et ce que nous voulons, c'est une évolution vers un régime démocratique. Un régime démocratique, c'est des élections libres, indépendantes, sans immixtion ni de l'administration, ni de l'armée, ni des institutions de l'État. Cela pouvait se régler quand, une fois l'opposition est sur la table de dialogue. C'est comme ça. On revient à la même question. On revient à la même question. Vous dites ce régime autocratique, alors que sincèrement, la Mauritanie a beaucoup trop changé à un certain moment. On n'a pas de prisonniers d'opinion, la presse est libre. Qu'en dites-vous de cela? Au moins, il faut être reconnaissant. Il n'y a pas que ces critères-là qui sont à prendre en considération parmi tant d'autres, dans la presse. Parmi tant d'autres, monsieur. Je reconnais qu'il y a une liberté de la presse, ça, je le reconnais. Les prisonniers d'opinion, je crois que vous n'avez pas vu
les dernières condamnations qui ont été faites sur des jeunes qui ont été coupés des peines de 13 ans de prison pour des bagarres avec des policiers. L'autre jour, j'ai vu qu'en France, un footballeur a eu mal à partir avec des policiers. Je crois qu'il en a brutalisé certains. On parle de 2 mois de prison. 2 mois de prison, ici 13 ans de prison. On sait que cela est correct. Oui, mais ça, c'est une affaire de justice. C'est pas une affaire de justice. C'est pas une affaire de Pourquoi justice. mettre ça au C'est le pouvoir? procureur qui l'a demandé. Je ne pense pas que les juges vont condamner d'eux-mêmes des jeunes à 13 ans de prison pour des bagarres avec des policiers. Les bagarres avec les policiers, naturellement, sont répréhensibles et elles ne doivent pas avoir lieu. Et elles doivent naturellement être sanctionnées, mais pas avec 2 ans, 13 ans de prison. C'est excessif, ça. Oui, mais ça, c'est bon, c'est l'opposition qui le dit. Maintenant, monsieur le président, que vous inspire le document du RFD et pourquoi un pareil document en cette période précisément? Pourquoi un pareil document à cette période? Ça, il faut peut-être poser la question au RFD. Ce sont eux qui ont jugé de l'opportunité de le faire. Ce que j'en pense, je trouve que c'est un excellent document. Sur tous les plans, bien argumenté, bien chiffré, bien présenté. C'est vraiment une œuvre excellente et qui a fait de l'effet. Qui a fait parler d'elle, qui est largement commentée, et qui a donné de la hauteur, de la hauteur et de la considération à ceux qui l'ont confectionné. Mais son contenu chiffré, que vous représentent ces chiffres? Oui, j'ai vu les réponses d'ailleurs de l'IPR sur ces questions et de ceux qui ont voulu un peu s'attaquer à ce document. Ce que je peux confirmer, c'est que ces réponses ont choisi un angle de tir qui est très mauvais parce qu'ils s'attaquent aux chiffres qui sont dans ce document-là. Tous ces chiffres-là sont des chiffres conformes et recoupés et sont des chiffres officiels. Moi-même, j'ai fait des recherches pour savoir et en recoupant tous ces chiffres-là, je les ai trouvés par l'intermédiaire de 4 sources. La première source, c'est le site de la Banque centrale qui a des données de grande valeur, en particulier dans le bilan annuel de la Banque centrale et dans les tableaux statistiques de la Banque centrale. Tout le monde peut accéder à cela. La deuxième source, c'est le Trésor public, qui lui aussi a un site dans lequel il y a des données actualisées. Ce sont les institutions de l'État. Tous les chiffres sur le budget se trouvent dans ce site. La troisième source, c'est les documents du Fonds monétaire international, les rapports du Fonds monétaire international, aussi dans lesquels certains de ces chiffres sont trouvables. Et la quatrième source, ce sont les institutions internationales dont on parle ici, comme l'IDH, comme Transparency International. Ils ont des sites et on peut les consulter. Et l'ensemble des chiffres de ce document sont puisés de ces sources. Et tout le monde, d'ailleurs, peut se référer aux tableaux statistiques qui peuvent être tirés de ces différents sites et reconstituer les chiffres et il trouvera les mêmes chiffres. Donc, est-ce que les chiffres sont-ils les mêmes? L'IPR dit que ces chiffres sont erronés. Je vous dis que ce sont les chiffres en tout cas officiels et du Fonds monétaire et des institutions internationales. Maintenant, si l'IPR a d'autres chiffres, elle n'a qu'à nous dire d'où elle les puise, d'où elle les tire simplement,
Ou ils peuvent, même s'ils le veulent, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ces chiffres-là sont tirés de la Banque centrale, du Trésor, du Fonds monétaire international et des institutions. Oui, ils sont renouvelés, échangent quotidiennement, pratiquement. Non, mais ça, c'est des chiffres historiques. Ils ne peuvent plus changer. Les chiffres historiques ne peuvent plus changer. Les données nouvelles doivent être analysées naturellement avec des approches différentes. Et les documents du RFD et de l'IPR. Les documents de l'IPR, son problème, c'est qu'il s'attaque aux chiffres. Et puis, il s'attaque au RFD. Ce qu'il dit du RFD, bon, c'est de la politique. Les chiffres, moi, j'ai dit que ces chiffres-là sont conformes, sont tirés des sources officielles, qui sont des chiffres gouvernementaux. Le déficit budgétaire global s'est très fortement creusé durant le deuxième trimestre. Ceci, vous l'avez dit vous-même. Oui. Pouvez-vous expliquer cela? Oui, Deuxième trimestre. Il ne s'est pas creusé durant le deuxième trimestre. Le déficit budgétaire s'est creusé depuis longtemps. Depuis 2013. En 2014, il était de 55 milliards d'ouguiyas. Et en 2015, il était de 53 milliards d'ouguiyas. Et cette année, il est attendu à 23 milliards d'ouguiyas. Et ceci, malgré l'augmentation des impôts. J'ai vu récemment d'ailleurs qu'on est en 5e position en matière de taux d'imposition qui est de 73%. On a très fortement augmenté les impôts. Et en dépit aussi de la non-diminution des prix du pétrole. Malgré naturellement la diminution des prix du baril sur le marché international. On a augmenté les impôts, on a maintenu les prix du pétrole au niveau d'avant la diminution des prix et on continue à creuser les déficits. Et ça, c'est une situation extrêmement dangereuse pour le pays. Alors, comment on fait pour financer ces déficits? Naturellement, le fait d'augmenter les impôts et de maintenir les prix des hydrocarbures, c'est une politique d'appauvrissement des citoyens, parce que cela vient de la poche des citoyens, et on appauvrit les citoyens. Et en plus, pour financer ces déficits, on puise sur le fonds de réserve des hydrocarbures qui est un fonds qui, normalement, devait servir à faire face aux besoins des générations futures. Ce fonds a été sollicité à 2 reprises cette année. 35 millions de dollars dans un premier temps, puis 20 millions de dollars dans un second temps. Et maintenant, il n'est plus qu'à 41 millions de dollars. Donc, c'est une gestion qui aura des conséquences assez difficiles. C'est pas ce que m'avait dit Cham Djambar, qui était mon invité dans l'émission Événement. Exactement, vous n'êtes pas dans les mêmes... c'est logique qu'on ne soit pas dans les mêmes... C'est tout à fait normal. Mm-hmm. Donc, vous pensez que la situation économique du pays est désastreuse, comme vous aussi, comme l'a dit le RFD? Je pense que la situation politique du pays est préoccupante. Elle est très préoccupante. Nous avons naturellement les prix des matières premières qui ont beaucoup diminué. En 2013, par exemple, le chiffre d'affaires de la SNEM était de 1 milliard 300 millions de dollars. Aujourd'hui, il est à 340, 350 millions de dollars. C'est terrible, c'est une chute terrible. Et naturellement aussi pour l'or, c'est la même chose. Donc nous sommes dans une situation difficile. On a
plus les mêmes ressources que l'on avait et on veut continuer à vivre avec le même niveau de vie. Et cela nous amène à vivre au-dessus de nos moyens. Et quand on vit au-dessus de ces moyens, on s'appauvrit. On appauvrit les citoyens et on l'a appauvri par la pression fiscale et on appauvrit le pays par la ponction sur le fonds des hydrocarbures et plus que ça, par un endettement excessif. Par exemple, l'année dernière, on a creusé l'endettement qui est maintenant à 93% du PIB. On l'a creusé à peu près de 1,2 milliard de dollars, ce qui est excessif. Et alors, on aura à payer ça. Et ça ne règle pas le problème, parce que plus d'endettement, c'est plus de charges. Et parce que plus d'impôts, c'est plus d'appauvissement. Et donc, je pense que la situation du pays est effectivement préoccupante. Donc, que vous inspire le chiffre de 17,24 milliards de dollars, ressources extérieures, et 1897 milliards de billets, ressources intérieures? Et quel est votre commentaire propre? Ça, c'est des chiffres très simples. Je vous ai dit de vous référer aux données officielles. Vous voyez la balance des paiements, les balances des paiements de la période considérée. Vous additionnez l'ensemble des recettes d'exportation. Vous additionnez l'ensemble des investissements directs étrangers nets et vous voyez le différentiel de la dette sur cette période. Vous additionnez ces chiffres, vous aurez les 17 milliards. Donc, c'est un chiffre qui est tiré tout à fait des données qui sont naturellement fournies par l'État lui-même. Et c'est un montant excessif, mais qui est effectivement généré par une situation exceptionnelle dans laquelle le pays s'est trouvé, mais qu'il n'a pas malheureusement pu exploiter à bon escient. Et les 1900 milliards d'ouguiya, ce sont les recettes budgétaires sur la même période. Vous additionnez les recettes budgétaires des 4 ou des 5 années considérées, vous avez ce montant. Très bien. Voilà, Monsieur le Président, nous allons revenir un peu à la politique pour parler un peu du FNDI. Pourquoi un nouvel organigramme au niveau de votre coalition politique? Oui, cet organigramme a été pensé dans cette période qui est une période cruciale pour le pays, une période de grands changements à notre avis. Nous avions de premières structures avec un président, un secrétaire exécutif, et puis la coordination ne marchait parfois pas très bien, et puis le FNDU, c'est une composition de partis politiques, de personnalités indépendantes, de syndicats, de la société civile. Et ça ne fonctionnait pas de façon harmonieuse. Il y avait un manque de coordination par moment qui naturellement ne donnait pas toujours les meilleurs résultats que l'on pouvait attendre de cette synergie. Et donc, nous avons pensé que nous devons mettre en place une structure plus homogène, plus efficace, et une structure qui peut peut-être amener à faire en sorte que le FNDI retrouve plus de dynamisme, plus de présence sur le terrain et un meilleur discours, une meilleure politique de communication, une meilleure mobilisation de ses forces vives. Et c'est pour cela que ce nouvel organigramme a été conçu. Et c'est pour cela aussi que ce nouvel organigramme
a été pourvu par les responsables de premier plan des partis politiques, mais aussi de la société civile, des indépendants et des syndicats. Donc, très bien. Mais donc on pense qu'il existe des divergences entre les composantes du forum au sujet d'ailleurs du dialogue. Si celui-ci doit avoir lieu, ouais, le dialogue. On dit qu'il y a des différences. Les divergences, il y en a toujours, même au sein d'une même composition, il y a toujours des divergences, mais ça se traite. Pour le moment, en tout cas, le FNDI a su maintenir son unité par rapport à ce dialogue. Le jour où il y aura un autre dialogue, on verra bien. Si c'est le dialogue que nous voulons, nous irons tous dans ce dialogue-là. Si ce n'est pas le dialogue que nous voulons, on espère pouvoir maintenir notre unité dans notre boycott. Espérons-le. Et comment vous allez entamer vos activités durant ce trimestre? Oui, on a mis en place un plan d'action qui, dont l'objectif est de mobiliser le FNDI et naturellement de développer ses relations avec les autres formations politiques hors FNDI et se trouvant dans l'opposition. Nous pensons que ce plan d'action se traduira par une évolution et une redynamisation du forum dans les prochains mois. Et par exemple, le FNDI ne parle et s'active beaucoup trop dans la politique. Pourquoi ne pense-t-il pas à des activités sociales, aller dans le terrain, aider les pauvres, nettoyer la ville? Pourquoi pas? En tout cas, la ville a besoin d'être nettoyée, ça c'est certain. Non, mais un parti politique doit quand même investir dans la... Je crois que certaines composantes du FNDI font cela, chacun sa vocation. Parti Tawassoul. Je crois que le Parti Tawassoul fait pas mal d'actions dans Pourquoi ce pas sens. Les autres? Les autres, c'est peut-être un parti politique, c'est peut-être pas leur vocation. Sociopolitique. C'est peut-être pas leur vocation. Il y a un parti politique, ce n'est pas les activités sociales qui sont sa vocation. C'est le combat politique, c'est le combat d'idées, c'est le programme de gouvernement, c'est la recherche du pouvoir, etc. C'est ça les missions du parti politique. Mais je sais aussi qu'il y a des organisations de la société civile qui font ce travail-là et qui sont dans le forum. Très bien. Monsieur le Président, revenons un peu à votre mouvement pour le changement démocratique. Où en est-on de son programme? Le mouvement pour le changement démocratique n'est pas un parti. C'est un mouvement. Une coalition. C'est un mouvement un peu, je n'ose pas dire de réflexion, un mouvement qui s'est fixé pour rôle justement de participer à l'édification du forum en vue de pouvoir réaliser l'alternance démocratique dans le pays. Et nous avons choisi cette formule. Nous restons ouverts à d'autres formules dès qu'on voit qu'il y a une demande, qu'il y a un terrain qui est favorable à l'édification d'un rassemblement plus important. Nous saisirons certainement l'occasion pour le faire, mais pour le moment, nous pensons que notre réalité nous amène à rester en mouvement. Et d'ailleurs, le
pays n'a pas besoin d'un parti supplémentaire. Il en a déjà 106. Il en a déjà 106 partis. 106 partis. Et assez de mouvements aussi, et de nous, coalitions. Notre approche est véritablement de faire en sorte qu'il n'y ait que 2, 3 ou au maximum 4 grands partis dans ce pays-là. Donc ce n'est pas à nous, ce n'est pas nous qui allons augmenter le nombre de partis. Donc, allez-vous faire votre congrès bientôt? Le congrès, c'est un parti. Nous, donc, quel est votre notre mouvement, on se réunit toutes les semaines et puis à ce stade, c'est notre manière de fonctionner. Voilà, on me fait signe que le temps qui nous est imparti prend fin, mais je ne saurais terminer sans vous demander que vous inspire de l'élimination ou du Sénat. C'est une question difficile. Non, C'est une question difficile. En fait, nous, on a toujours pensé qu'il y a beaucoup d'institutions. Qu'il y a beaucoup d'institutions et qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans ces institutions et c'est un argent plus politique qu'autre chose. Et d'ailleurs, ça tire un peu sa source des débuts de la démocratie qui étaient des débuts difficiles. Il fallait fidéliser. Il fallait fidéliser des gens et on créait par-ci, par-là des institutions qui sont subventionnées par l'État, etc. Bon, l'efficacité veut moins d'institutions et la rigueur veut moins d'institutions. La politique, elle a ses règles. Maintenant, je vois que les sénateurs ne veulent pas de la suppression du Sénat. Je ne sais pas si le pouvoir va pouvoir faire passer cette réforme. N'étant pas aux affaires et ne voulant pas avoir sur mon dos des sénateurs, je n'ai pas tellement l'envie de m'engager trop sur ce terrain. Très bien. Voilà, monsieur le président du mouvement pour le changement démocratique, vice-président du FNDI, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci.